Salut, c'est Christelle. Salut, c'est Léa. Salut, c'est Jean-Christophe. On est super heureux de vous voir rejoindre de plus en plus nombreux la conversation du podcast Sagesse et Morito. Figurez-vous qu'on a récemment été classé dans le top 10 des podcasts de commentaires d'actu. Et ça, c'est grâce à vous. Et donc, avec la soutien et puis la force que vous me donnez, Le podcast a bientôt commencé sa saison 3, Y a pas à dire, on vit dans un monde beau. mais déchiré par des contradictions, des paradoxes et des émotions de tous les côtés. Dans les 2 premières saisons, on a commencé à toucher du doigt le fait que l'on vit tous une crise de sens. et c'est justement pour la contrer, cette crise de sens, qu'on veut aborder régulièrement, ensemble, des sujets actuels et culturels avec un regard réfléchi sur le monde. En ces derniers mois, on a parlé pornographie, conspirationnisme, relations amoureuses. Vous nous avez écoutés, commentés et partagés. Merci parce que c'est tellement vital pour la vie du podcast. Alors on vous propose de continuer l'aventure pour cette nouvelle saison. Léa, Christelle et Jean-Christophe, Continuent leur recherche de sens et d'essence au-delà des apparences. Tout cela dans un dialogue de conviction intelligent où la raison, le sens, la critique, la spiritualité et la foi ne sont pas des gros mots. on vous réserve de belles surprises avec des invités de marque. Un ancien Premier ministre, un islamologue, une conseillère conjugale et familiale, un directeur des opérations cliniques chez Pfizer, un champion de foot ou encore une designer de l'individu ou un historien à succès. Le désir de toute l'équipe, le vôtre peut-être aussi, c'est de vivre notre vocation de manière authentique et libre, et ça, quelles que soient les attentes de notre société. Alors, on se retrouve le 28 mars sur imagodei.fr, YouTube et votre rapide podcast préféré. Puis, si vous pouvez, oubliez pas de partager, de mettre le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche, parce que c'est pas mal le fun. Puis, juste pour vous, on a un petit épisode en bonus. It is like a finger pointing away to the moon. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort? C'est pas parce que vous avez l'accent que vous parlez moins bien le français que quelqu'un qui vient de Tours ou de Paris, quoi. L'accent marseillais est limité à Marseille et 2 km à la ronde, pas plus. En général, quand on parle avec un accent vosgien, on se dit, lui, c'est un beauf, quoi. L'accent, c'est un phénomène de contact. Là, on dit, ça se dit, Moi, je suis fière de mon accent, je vais pas le gommer, je vais pas... Elle dit, qu'est-ce que c'est beau, on dirait que vous chantez quand vous parlez. N'importe quel Français peut déceler que je suis belge parce que dès que je dis oui, ça s'entend. J'ai gommé mon accent de banlieusarde lors de mes études, en devenant avocate. J'ai un accent, et alors Jean Castex a déjà appris à ses dépens qu'il ne fallait pas trop avoir l'accent. C'est pareil. On a l'impression que tout ça, mais attendez, on va nettoyer ça. Ouais, nettoyons. La composition d'un gouvernement, enfin, j'ai pas grande expérience, c'est la première fois que je la fais. Oui. C'est un travail bilatéral permanent. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits. L'accent de Jean Castex. Le nouveau Premier ministre français a un accent du sud-ouest. Il boit du coca, offre des roses à son épouse. Stupeur, incrédulité dans la presse française ce week-end. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un Premier ministre français a un accent. Sur les réseaux sociaux, #Castex a créé un flot de moqueries, de mépris. On a traité son accent de terrible, de chelou, un sacré accent. La palme revenant au tweet d'un rédacteur en chef de Paris Match. Son accent rocailleux, genre 3e mi-temps de rugby, affirme bien le style du terroir. Jean, si tu m'écoutes, je veux que tu saches que je sais ce que tu traverses actuellement. Je comprends, moi aussi j'ai un accent. Enfin, j'ai pas été lynchée sur la place publique, mais... Ben oui, mais je suis pas première ministre non plus. Tu voulais Matignon, tu l'as eu, maintenant t'assumes. Nous sommes donc ici en présence d'un scénario classique de discrimination linguistique appelé glottophobie. Cette phobie de l'accent se manifeste par la stigmatisation d'une personne à cause de son accent. Celui qui a un accent doit faire plus d'efforts qu'un Parisien pour paraître crédible. Alors toi, JC, comment est-ce que tu bois du coca et comment est-ce que tu dis que tu vas offrir des roses à ta femme? Des roses, on dit des roses. Des roses. Des roses, ouais. Puis on dit pas vraiment coca,
ou comme elle le prononce, coca, ça sonne vraiment comme caca. Nous, on offre un coke ou une liqueur. Mince. Ouais. Mince, non, moi. On dit pas ça non plus. Toi, en Belgique, c'est quoi Bah, un je sais coca, pas, j'en bois pas, donc... Bon, on dit du coca, hein. On boit du coca. Dis-le encore. Du coca. Du coca? Du coca. Du coca? C'est difficile pour un Québécois de distinguer l'accent d'une région à l'autre de la France, je veux dire, ou de la Belgique ou de la Suisse. Pour nous, c'est comme... C'est tout l'accent français. C'est vachement offensant, ça, quand même. Non, c'est un peu offensant pour les Belges. Offensant. Jean Castex, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, là, je peux entendre une certaine différence. On dirait l'accent de Francis Cabrel. Je sais pas si c'est la même... Ils viennent de la même place ou quoi que ce soit. Plus ou moins, bon. Mais, puis j'imagine que pour vous, quand vous venez au Québec, vous entendez pas la différence entre l'accent de Montréal, l'accent de Québec, l'accent du Lac-Saint-Jean, l'accent acadien. Donc, pas la question. Je rigole. Une grosse différence entre Montréal et Québec, il n'y a pas des grosses différences. Mais on dit un poteau à Québec, on dit un poteau à Montréal. Un poteau, hein. Ouais, c'est la bonne façon. Puis on dit une baleine à Montréal, mais une baleine à Québec. Une baleine. À Québec, Baleine. on dit arrête. À Montréal, on dit arrête, parce que c'est un accent circonflexe sur le E. Donc, ça se prononce arrête. Et là, nos auditeurs ne savaient pas qu'ils sont marqués dans un cours de phonétique. Phonétique québécoise. Mais pour vrai, ce que dit la journaliste, moi, ça me rappelle une fois où j'ai écouté un grand média français pour un journal de 20 heures. Et la journaliste était marseillaise, ou du moins elle venait du sud fort en bas, par rapport à moi qui suis plus au nord. Et en fait, ça m'a choquée, et ça m'a choquée d'être choquée. Et c'est là où je me suis dit, je crois que c'est la première fois que j'entends un journaliste, bon, en l'occurrence une journaliste, parler avec un accent autre que celui qui est standard. Et ça me faisait mal aux oreilles, ça venait chatouiller. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut, et c'est horrible de penser ça, comment est-ce qu'on peut bien donner une information quand on a un accent différent? Et je m'entends parler et penser, oh là là, chers auditeurs et auditrices, j'ai honte. Mais c'est là où on se rend compte... Que Marseille, oui, clairement. Ouais, ou que Bruxelles, ou que Québec. Ou, après, je saurais. Mais... Ce que la journaliste dit, c'est vrai, on a chacun un accent. Oui, c'est ça qui vient donner aussi notre identité. C'est comme ça c'est avec ça qu'on a grandi. C'est ça qui donne, la spécificité de comment on parle. C'est ça qui fait quand on est au téléphone, les gens vont nous reconnaître. Et du coup, ça fait partie de nous. C'est quand même vachement important. Ouais, le problème, c'est quand il y a des valeurs morales ou des valeurs tout court qui sont associées à certains accents. Tu l'as dit, oui, pour les grands médias, la norme, c'est l'accent, ce qu'on appelle l'accent français standard, qui est l'accent d'Île-de-France, plus précisément de Paris, et puis un type d'accent Paris, parce qu'il y a plusieurs accents à Paris même. Mais si la journaliste est d'origine marseillaise, elle parle avec l'accent d'où elle vient, on attache une valeur différente. Et c'est pas... parfois, c'est juste inculqué, c'est presque inconscient, en fait. À cause de normes qui sont installées, on attache une certaine valeur. Et est-ce qu'on attacherait autant de valeur à ce qu'on dit, notamment dans Sagesse et Morito, si on avait JC qui nous parlait full québécois? Full québécois. Moi, je fais quand même attention pour nos auditeurs, mais... Attention à quoi? Je vous parle pas total québécois quand je suis avec vous. Vas-y, fais un essai. Chiche. Simplement parce que je veux être compris. Donc, on fait attention, des choses comme ça. Mais public québécois, en même temps, l'accent québécois, c'est un accent qui est... comme vous aussi, vous avez une manière de parler formelle, vous avez une manière de parler entre amis. Je vous entends quand on n'est pas à Sagesse et Mojito, vous sortez des chelous... c'est quoi, exploser du pâté? Non, ça envoie du gros pâté. Ça envoie du gros pâté. Exploser du pâté. Exploser du pâté. Ramoner un mammouth. Toutes des expressions que tu dis, que vous n'utilisez pas ici. Puis c'est même pas une question d'accent, c'est une question de clarté. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton commentaire, Léa, c'est que tu dis... Tu as été choqué par l'accent, puis tu as été choqué par ta réponse à l'accent parce que
dans le fond, ça a révélé que dans ta tête, il y avait une hiérarchie des accents. Ouais. Mais oui. Et celui de Marseille était au Inférieur. midi de celui de Paris. Fait que c'est Ouais. quoi? Est-ce que le Québécois, est-ce qu'il est en dessous de l'accent parisien? Ça, c'est une bonne question. Dans ton échelle? Bah, en juger le nombre de Québécois dans les médias parisiens, je ne pense pas. Mais la journaliste qui parlait est québécoise. Ah bah voilà, c'est la preuve que les Québécois sont bienvenus dans les médias français, je pense. Parce que les quelques humoristes ou commentateurs belges dans les médias français, en général, aplatissent leur accent exactement comme moi je suis en train de faire, parce que si je te parle avec l'accent Bruxelles, comme je parle normalement avec mes amis de Bruxelles, ça, c'est pas reçu de la même manière, tu vois. Et si on ajoute à l'accent de Bruxelles le fait que je suis d'origine camerounaise, donc quand je suis à la maison, je parle différemment, ça chante un peu plus, parce que c'est simplement ma façon normale de parler quand je suis avec ma famille et mes amis. Mais je dois changer ma façon de parler. C'est pas un sketch. Non. Mais c'est juste, en fait, la normalité, parce que, bon, comme tu l'as dit, JC, il y a le fait d'être compris, et puis il y a le fait aussi de vouloir enlever des filtres, parce que si, dans un contexte, je parle avec l'accent camerounais, par exemple, ben, les gens vont prêter plus d'attention à ma façon de parler qu'à ce que j'ai envie de dire. Et puis aussi, ben, comme on le disait tout à l'heure, il y a des valeurs qui sont associées à des accents, des hiérarchies, parfois même des valeurs morales. Tu vois, dans certains secteurs, si tu parles avec un accent qui est plus cité, banlieue, ben, ça peut te coûter ton emploi, ça peut te coûter un appartement, tu vois, il y a de ça aussi, en fait. Peut-être que c'est un petit peu malheureux et en même temps, peut-être que c'est un peu normal, c'est comme ça que ça marche, enfin que ce soit bien ou mal, en tout cas, ça a l'air d'être une convention sociale. Et je me demande si c'est pas la même chose que le vêtement, en fait. Peut-être que l'accent, c'est aussi l'habillage de la parole. Et quand on va faire une conférence, on va pas, devant plein de monde, on va peut-être pas y aller en jogging et en basket. C'est pas parce que être en jogging et en basket, c'est pas bien, mais c'est parce que, pour ce type-là d'événements, bah, il fallait s'habiller différemment. Et j'y sais, tu habilles ton langage où tu le déquébécoises pour nous, pour qu'on te comprenne. J'atténue un peu l'accent ici, tout en le gardant, mais je pense que c'est comme on appelle ça au Québec un accommodement raisonnable. Puis je pense que c'est la même chose avec le vêtement, dans le sens que tu veux... Il y a comme une forme d'amour du prochain dans l'aplatissement de l'accent, simplement pour être compris. Je veux être compris. Je veux pas distraire. Je veux pas te distraire. Mais en même temps, je veux pas m'accommoder au point où j'efface mon identité. Puis je pense que c'est vraiment ça la ligne. C'est de dire comment est-ce qu'on peut arriver à aimer l'autre sans s'effacer soi-même. Puis moi, je suis pas gêné de mon accent, même je suis pas mal fier de mon accent. Puis honnêtement, quand tu viens au Québec et tu as un accent québécois, t'es presque une vedette ou un vedette, comme dirait Christelle. Je veux dire, les gens aiment tellement l'accent québécois. C'est sûr, c'est l'accent de la liberté, c'est l'accent des grands espaces, c'est l'accent des petits cousins. Moi, en tout cas, je vois que les gens sont surpris, mais souvent, c'est une belle surprise. J'imagine si je cherchais une job, par contre, comme avocat dans un grand cabinet de Paris, ben là, mon accent poserait peut-être problème, puis je serais un peu plus frustré de la situation, ça, c'est sûr. Mais quel serait l'accent idéal, alors? Quel serait l'accent de la société idéale où tout le monde est accueilli, tout le monde... voilà, c'est pas parce qu'on parle d'une certaine manière qu'on est considéré comme ayant une certaine valeur, qu'on ne se fait pas rabrouer par des journalistes parce qu'on a un discours qui se fait avec un certain accent. Voilà. Est-ce que ce serait justement l'accent où on aime son prochain comme soi-même et où on l'aime du coup avec l'accent qu'on a soi-même et où on aime l'autre avec l'accent qu'il a en face? Il y a un récit dans le Nouveau Testament qui parle aussi de langue et d'accent. En fait, c'est un récit qui se passe à peu près 2 mois après la crucifixion. Donc, Jésus est crucifié, puis meurt, puis revient à la vie, et il passe du temps avec les gens qui l'ont entouré pendant voilà, 1 mois à peu près, une quarantaine de jours, puis s'en va et promet l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Et voilà, les gens qui ont suivi Jésus ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais ce qui nous est raconté, c'est qu'à un moment, ils étaient
un grand nombre de ses disciples, donc de ses apprentis de Jésus, qui étaient accrochés à son message, étaient rassemblés ensemble et priaient. Et à un moment, il y a un événement extraordinaire qui s'est produit. Je vais sauter des étapes parce que le récit serait trop long à raconter, mais il se trouve que dans le quartier de la ville, ça se passait à Jérusalem, dans le quartier de la ville où il se situait, venaient des gens de énormément de régions du monde connues à l'époque. Et le récit nous explique que dans cette nouvelle société qui émerge, c'est ça que la Bible nous raconte, hein, c'est que Jésus arrive, envoie un message et envoie l'Esprit de Dieu qui suscite une nouvelle forme de communauté, une nouvelle société où on est censé s'aimer les uns les autres. Et quelque part, cette histoire nous raconte que, eh bien, lorsque Dieu est présent et qu'il s'exprime, tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend. Tout le monde comprend dans la langue de son cœur. Tout le monde vit ensemble, s'entend et se comprend. J'avais de la misère à voir où est-ce que tu t'en allais avec ça au début quand tu me parlais il y a une histoire d'accent dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que c'est frappant comment c'est pas tout le monde parle la même langue. C'est pas tout le monde parle une langue différente, mais c'est vraiment comme chacun parle sa langue, mais tout le monde comprend dans sa propre langue. Et ça, c'est merveilleux. C'est l'accent de Dieu, dans le fond, qui est un accent, c'est l'amour, dans le fond. Mon accent, c'est ma façon d'articuler ma langue. C'est ma prononciation, mon intonation, mon intensité, ma mélodie. Beau, accent vient d'ailleurs du latin accentus, dérivé de accinere, chanter. Vous savez, Mohamed, ce qu'a écrit Jean-Jacques Rousseau? L'accent ment moins que la parole. C'est peut-être pour cela que les gens bien élevés le craignent tant. It is like a finger pointing away to the moon.